Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Les mots migrateurs et ce soir on a la chance d'inviter Françoise Siry, auteure, poète, journaliste et passeuse de poésie, et je pense qu'on va en parler entre nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Alors c'est l'habitude un peu dans cette émission, on aime bien... disons, avoir une idée des gens qui viennent jusqu'à nous, de loin d'ailleurs. Merci d'être venu de Paris pour l'émission. Loin, faut pas exagérer. Ah ouais, bon, enfin, le RER, c'est quelque chose, hein, on le sait. Je ne sais pas par où commencer. Je crois qu'on avait parlé un peu du centre de la France, à voir avec le centre de la France, non ? On était parti de là, il me semble, dans notre discussion. Alors, en fait... Enfance par là-bas, on s'était rencontrés à Rochefort-sur-Loire, nous deux. Bon, on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. Et alors moi, ce que je t'avais dit, c'est que j'étais hors sol. C'est-à-dire que... Oui, mais t'as quand même des origines en Auvergne. Hein. Oui, voilà. Je suis née en Auvergne. J'ai passé une quinzaine d'années en Bourgogne. Après, je suis allée dans le Nord, dans une toute petite ville de province qui s'appelle Cambrai. Et ensuite à Lille. Et de l'université à Lille, je suis venue à Paris. Mais je peux me sentir extrêmement bien dans n'importe quel endroit du monde, du moment qu'il y a ce que j'appelle une patte humaine, c'est-à-dire qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des gens qui parlent dans une terrasse de café le jour de marché, des choses comme ça. C'est ça qui me caractérise, je pense. J'ai pas du tout d'attache. Je suis à Paris, je pourrais être ailleurs. Voilà une dame sans racines. Hors sol, j'aime bien. C'est les racines, pour moi, c'est les poèmes, c'est la littérature, c'est les livres qu'on lit quand on va pas bien et que ça nous donne des racines. Et je trouve qu'il y a toute une génération, qui est la mienne d'ailleurs, qui est aux commandes aujourd'hui, notamment en politique, qui flotte, qui n'a pas de racines. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler si on a le temps, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir avec l'absence de lecture, je crois. En tout cas, je ne connais pas d'autres racines que les livres pour apprendre la vie, pour avoir une vision du monde, une vision de demain, une vision de nous-mêmes et des rêves. C'est les livres qui transmettent tout ça. Peut-être un peu aussi la philosophie. J'ai cru comprendre que tu étais passé par là. C'est vrai que comme j'étais quelqu'un qui se posait des questions, et la philosophie c'était une évidence après le baccalauréat. Et donc, j'avais une professeure en philosophie en terminale qui était formidable, qui s'appelait Chantal Collet, qui est aujourd'hui proviseure de Saint-Louis. Mais à l'époque, elle était prof et je suis sortie de cours de philosophie avec un sentiment de limpidité extraordinaire qui donnait envie de continuer dans cette voie. Et puis, ça apprend à avoir le sens critique, donc à se sentir libre. Et ça, c'est fantastique. C'est un point commun avec la poésie. Oui, bien sûr. Après la philosophie, un passage presque... Un passage dans le journalisme, mais de façon originale. Alors... J'ai retenu quelque chose autour des sciences. Oui, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai dirigé Les Chroniqueurs dans une revue de vulgarisation scientifique qui s'appelle La Recherche. Alors, Les Chroniqueurs... Oui, c'est une revue plus exigeante que d'autres au point de vue du contenu. Les Chroniqueurs, c'était en fait... Alors moi, j'ai fait philosophie des sciences. J'ai travaillé sur Alan Turing, qui est le père du concept de l'ordinateur. Ceci explique cela. Il y avait un lien entre philosophie des sciences et la recherche. Les Chroniqueurs sont des savants qu'on avait choisis, qui représentaient toutes les disciplines, aussi bien sciences de l'homme que sciences de la vie. Donc, il y avait par exemple Françoise Héritier pour l'ethnologie, Antoine Danchin pour la biologie, Étienne Klein pour la physique, et d'autres magnifiques, Boris Cyrulnik pour l'ethnopsychiatrie. Et chacun donnait son point de vue tous les mois sur l'actualité, quand elle était en rapport avec sa discipline ou quand il y avait quelque chose de profond à dire, même déconnecté de la discipline, mais pas des enjeux sur lesquels ils réfléchissaient habituellement, ces scientifiques. Donc ça, je l'ai fait une dizaine d'années et ça n'existait qu'à la recherche. J'ai eu beaucoup de chance et c'était extrêmement agréable de pouvoir suivre pendant 10 ans. On fait de la veille sur leur sujet, sur leur centre d'intérêt. Il y a des relations qui se nouent. Enfin, c'est Hervé Lebrun en démographie, resté un ami que je vois assez régulièrement. C'était assez chanceux. Et ensuite, avec un gros travail de vulgarisation pour le coup. Oui. Alors c'est vrai que j'ai toujours vulgarisé en fait, mais j'ai pas fait exprès. C'était les rencontres qui ont décidé de mes métiers. Avant d'être à la recherche, j'étais pigiste, notamment dans un mensuel qui s'appelait Passage, avec un rédacteur en chef qui est devenu poète et qui est dans mon panorama des poètes, qui s'appelle Louis-Philippe d'Alembert.
c'était un des rédacteurs en chef, et Émile Mallet qui dirigeait à l'époque. Et simplement, la porte s'est ouverte en sciences. Mais c'était vraiment des histoires de rencontres. Et j'ai vulgarisé aussi, effectivement, je me suis retrouvée... je faisais des cours de théâtre, et le professeur de théâtre avait une compagnie de spectacles lyriques. Elle s'appelle Nadia Baji, ça s'appelait la compagnie Nadia Baji. Et donc je me suis retrouvée petite main, comme d'autres élèves du cours, pour aider au spectacle. Et là encore, il s'agissait d'exprimer, de chercher un répertoire très pointu, qui était inconnu, donc qui pouvait plaire aux spécialistes. Par exemple, Donizetti allait chercher le livret que les spécialistes ne connaissaient pas. Mmh. Et en même temps, l'adapter de telle sorte que le grand public ait envie de venir et soit heureux. Et c'était une manière de démocratiser. Donc effectivement, j'ai passé mon temps à démocratiser les sciences, l'opéra et les opérettes et la poésie. Mais j'ai pas fait exprès, ça. Ouais. Ça s'est trouvé comme ça. Et c'est vrai que j'ai un cœur de parler au public. Je pense toujours au public quand je vais quelque part. D'où l'expression peut-être... passeuse de poésie. Oui, passeuse, oui. Oui, alors j'aime bien dire ça. C'est un mot que Jacques Lang a rendu célèbre. Le témoin, oui. Transmettre et chercheur en poésie. Il y a quelque chose comme ça, d'aller défricher des talents, de repérer. Parce que comme tu le sais, c'est extrêmement difficile d'aller chercher les poètes et même d'être au courant. On en a 2000 qui sont répertoriés environ, mais... dans le centre du Printemps des poètes, qui est le centre de ressources nationales, mais beaucoup de poètes ne désirent pas, ou ne pensent pas, ou ne savent pas qu'ils peuvent se répertorier. Ou n'ont pas édité 4 recueils, comme l'exige l'inscription dans le registre du Printemps des poètes. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une très bonne remarque, mais on est obligé d'avoir une définition. Le problème, c'est que la définition va varier forcément. Il y a des poètes, c'est très vrai, surtout en Espagne, mais en France aussi, qui ont décidé d'être avant tout des performeurs, des hommes et des femmes de scène, et ça les intéresse pas de publier un recueil. Ils sont dans le multimédia. Et pourtant, ce sont des poètes à part entière. Donc évidemment, il y aura des définitions à revoir, et sachant que c'est pas le plus facile de définir. Alors justement, on va rentrer, je dirais, pas dans le vif du sujet, mais on va parler de ce livre qui a été édité récemment, Le Panorama des poètes, chez Lemieux Éditeur. L'auteur en est Françoise Siry. Tout de suite, pour faire pour je dirais, enlever un doute peut-être chez nos auditeurs, c'est pas une anthologie, au sens classique du terme. C'est un panorama. Donc ça va être quoi la différence ? Alors la différence est très importante, merci de me donner l'occasion de l'expliquer. Et c'est une galerie d'une trentaine de poètes, de 35 à 101 ans, avec Georges-Emmanuel Clancier. Ouais. Ce que j'ai voulu faire, c'est à la fois pour chacun un portrait croqué sur le vif, ensuite un entretien, où le poète parle de ses passions. Ça peut être pourquoi je suis devenue poète et que m'a apporté la poésie, mais ça peut être aussi, par exemple, Michel Baglin, c'est un journaliste qui s'est toute sa vie battu contre la publicité, il explique pourquoi. Donc c'est un interview très marqué. Ouais. Et ils sont tous très marqués. Oui, il y a des personnalités fortes. Et puis ensuite, donc, il y a 2 pages de portraits, 2 pages d'interviews et 2 pages de poèmes. Et j'ai voulu montrer plusieurs choses à travers ce panorama. D'une part, que les poètes sont donc vraiment accessibles à tous. Et ça, je lirai tout à l'heure un petit extrait quand vous me le demanderez pour que les gens les sentent. Bien sûr. Et je voulais montrer aussi absolument que les poètes sont engagés dans la cité. Ils ne sont pas... On a parfois l'image, ça fait partie du cliché, du poète perdu dans son monde, qui plane, qui est dans sa bulle. C'est pas vrai du tout. Ils ont des choses à dire absolument essentielles. Justement, une parole qu'on n'entend pas, qui est singulière, qui change absolument de tous ces discours convenus qu'on nous répète en boucle dans les médias, et j'en sais quelque chose puisque je suis journaliste. Et c'est aussi ça, la poésie. Jean-Pierre Siméon a sorti un essai au mois de mai qui s'appelle « La poésie sauvera le monde », dans lequel il explique que le langage d'aujourd'hui, où les mots ne sont plus employés dans leur sens véridique, forme une espèce de logorée, une langue de bois, qui construit un réel de bois. Et du coup, tout le monde se déconnecte du réel. La virtuelle, oui. Et on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus être libre. Donc on est des exécutants, des robots, comme a dit une libraire anarchiste à qui j'ai consacré un portrait dans le journal La Croix. Et comme dit fort bien un de nos membres et poètes qui s'appelle Olivier Campos. Très bien. Qui parle de robots lui aussi,
robotisation, si ça peut se dire, de notre société. Alors, et alors juste pour oui. Pour montrer à quel point les poètes sont engagés dans la cité, j'en veux pour preuve, par exemple, la très jeune poète Adeline Baldacchino, qui est dans le panorama des poètes et qui sort cette semaine un livre qui s'appelle La ferme des énarques et qui est une critique de la démission des énarques par rapport à la culture. Et à l'importance de la culture. Et ça montre que les poètes, ils ont une parole extrêmement ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Je lis un extrait ? Oui, comme ça, on va pouvoir rentrer là dans le livre. Alors, et ensuite, on fera une petite pause musicale. Dans cette trentaine de poètes, il y a des poètes à la fois... En fait, j'ai privilégié la francophonie. Vous avez des grandes voix comme Jean Métellus, qui est un immense poète haïtien. Absolument. Et il y a aussi des poètes du Canada, comme Claude Beausoleil. Il y a Mathieu Chédid, qui parle de sa grand-mère André Chédid, et d'autres. Voilà. Alors là, je lis un extrait, le début, l'attaque du portrait de Guy Goffet, et ce qui est une manière d'introduire ensuite à un poème que je vous lirai de lui. Guy Goffet est l'enfant terrible de la poésie française. Il a le verbe haut, la passion communicative et une sensibilité ironique. Intarissable, il aime rencontrer l'inconnu et célébrer la poésie dans les bistrots. Impossible pour lui de rester assis lors d'une rencontre publique. Il se lève et lit ses poèmes. Il est physique, charnel, sensuel, angoissé, nostalgique et succombe au visage des femmes qu'il croise dans la rue. Et maintenant un poème de Guy Goffet. L'être jamais parti et qu'on attend quand même. Corps qui se refuse. Ces visages divers dans la rue. Ce feu derrière les vitres. Tout ce qui devrait s'ouvrir, exalter l'inconnu et qui s'obstine à demeurer de bois. Porte sans charnière, lèvres sans, et la répétition de la même syllabe comme un enfant en quarantaine sous le préau, tapant du pied en mesure. Et rien n'y fait. Les autres sont les autres, virevoltants, noirs, riants, sans aile ni pierre où appuyer mon ombre, rien qu'une absence d'écho. Comme si à tout jamais le mur et moi ne faisions qu'une seule et même question. C'est un poème qui s'appelle « Le mur ». Super, c'est pas souvent qu'on entend du Guy Goffet sur Radio RGB. On va faire une petite pause musicale et on va reprendre ensuite notre conversation avec notre invitée, Françoise Siry, auteure du Panorama des poètes paru chez Le Mieux Éditeur. À tout de suite. C'est un petit chausson de danse qui s'ajuste en cadence au toucher de la peau, au rythme des mots. C'est un petit chausson de danse qui s'agite et qui danse à la cheville qui avance, qui l'emporte en silence. Un petit chausson de danse au placard en errance qui attend et frémit qu'on le sorte de l'oubli. Un petit chausson de danse, ça vous grandit l'enfance. Au pays des souffrances, ça vous donne de l'aisance. C'est un petit chausson de danse qui vous fait confidence. Il attend en confiance que cesse l'absence. C'est un petit chausson de danse qui rappelle vos romances. À vos pieds il s'élance pour toute l'existence. Voilà, de retour dans le studio. On a profité d'une chanson, un petit chausson de danse. C'est une chanson d'ailleurs écrite par notre invitée Françoise Siry à l'occasion d'un concours mené par nos amis de l'association Les Écrivains Chanteurs à Paris. On les salue au passage. L'interprétation en a été faite, et même je crois la partie guitare a été faite par Éric Maillot-Lino.